C'est-à-dire que c'est la classe moyenne qui va payer justement le modèle social français pour les riches qui, eux, sont capables de faire de l'évasion fiscale, qui sont capables d'emprunter à des taux négatifs, qui sont capables de leverager. Mais le problème, c'est que justement, on est dans un monde où la dette est relais et ne fait que grossir. Et donc, il y a des gens qui s'enrichissent et d'autres qui s'appauvrissent. Et ça sert aussi à ça, la dette. C'est comme une chaîne qui nous aliène, en fait, et qui nous force justement à accepter le système. Voilà, on perd toute capacité à essayer de le changer, le système. Notre temps est précieux. À la fin, il faut revenir à notre temps de vie. Est-ce qu'on est libre de notre temps, de faire ce qu'on veut de notre temps? Il y a quelqu'un qui m'a dit il sera plus facile de changer un verset de la Bible qu'une ligne des traités européens. Sur les 30, 40, 50, je ne sais pas, personne que j'ai vu qui travaille avec moi, peut-être que un, et c'est celui qui me l'a expliqué, qui sait comment la création monétaire marche. Donc personne ne sait. Anis Lajnef, bonjour. Bonjour Olivier. Nous sommes très heureux de te recevoir sur notre chaîne YouTube Elucide. Tu es un ancien trader. Tu interviens beaucoup sur les problématiques de finance, de banque, d'économie. Et j'avais envie de t'interroger pour commencer sur un sujet bouillant, qui est la problématique de l'inflation, puisqu'on vient d'apprendre le chiffre de l'inflation aux États-Unis, qui au mois de mars, sur un an glissant, est à 8,5%. Et donc j'aimerais te faire réagir sur ces graphiques, histoire qu'on comprenne bien l'ampleur du problème. Donc, on voit ici l'inflation dans plusieurs pays occidentaux. Donc, l'inflation sur un an est à 5% en France, 8,5% comme on vient de le dire aux États-Unis. Il y a des pays qui font pire, est à presque 12% aux Pays-Bas sur un an, 10% en Espagne et pratiquement en Belgique aussi. On note pour l'anecdote que la Suisse n'est qu'à 2,4%, mais c'est sûr qu'ils ont des politiques monétaires assez différentes, même si évidemment ils ont les mêmes problèmes énergétiques que nous. Sur le deuxième graphique, on voit ici une évolution de l'ensemble du prix des matières premières importées en France. Si on regroupe tout, ça donne ces prix-là qui sont à la base corrigés de l'inflation. Donc en fait, ce n'est pas censé augmenter. Quand ça augmente, c'est vraiment de la pure croissance des prix. Et donc on voit qu'on a pratiquement 60% de hausse depuis 2019. Et évidemment, ces 6 derniers mois essentiellement. Et sur le dernier graphique, c'est la même chose, mais uniquement sur les prix des produits alimentaires, où on a aussi 60% de hausse des prix depuis pratiquement un an. Alors donc, j'ai envie de te demander quelle est ta vision sur cette inflation, d'où ça vient et surtout, est-ce que ça va durer, d'après toi? En fait, pour prendre un peu plus de hauteur, moi j'ai l'impression que l'inflation, c'est un peu l'indicateur de ce système-là qui permet d'embrouiller un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'on a les taux d'intérêt d'un côté avec la création monétaire. Donc moi, je vois ça comme un système avec deux moyens d'agir. Soit on augmente les taux, on les baisse, ou soit on crée de la monnaie, ou soit on la détruit. Et de l'autre côté, il y a des répercussions par rapport à ça. C'est l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix. Mais après, comme c'est un indicateur, ce qui est important, c'est de savoir quel est le panier qui permet justement de le définir. Et ce panier-là, en fait, il change constamment. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont mises en place pour que ça change, etc. Et ça, en fait, c'est dérangeant. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une trace humaine, une trace politique dans cet indicateur-là. Donc, quand on dit qu'en France, l'inflation est de 5%, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est est-ce que, justement, le panier qui est pris en compte pour calculer cette inflation, est-ce qu'il représente vos achats ou pas ? Par exemple, si on prend l'INSEE et on prend le logement, il compte qu'à hauteur de 6%. Pourquoi ? Parce que par le jeu des moyennes, justement, il y a des gens qui sont propriétaires et l'INSEE considère que quand vous achetez à crédit, même si vous ne possédez pas la maison, vous êtes en train de faire un investissement et non pas une consommation. Donc, et est-ce que quelqu'un qui est à Paris, qui gagne, je ne sais pas, à peu près 2 000 €, est-ce qu'il est capable de se loger avec 120 €? Je pense que c'est pas bon, quoi. Donc lui, quand il regarde l'inflation, justement, il faut qu'il donne un plus gros poids justement au logement. Et il n'aura pas l'inflation, justement, qu'on voit là.
Et donc, voilà, celui qui gagne 2 000 euros à Paris et qui doit justement se loger avec 120 euros selon les calculs et la moyenne de l'INSEE, et on se voit bien que l'indice n'est pas fait pour lui. Et en fait, ce qu'il y a avec cet indice de l'inflation, ce que les gens ont un peu de mal à comprendre, c'est le lien qu'il peut y avoir entre l'inflation et justement la création monétaire. Et donc, quand les gens, j'explique, moi ou comme d'autres, sur Twitter ou dans tous les réseaux sociaux, que bien sûr qu'avec la crise sanitaire, justement, l'économie a été au ralenti, l'économie réelle, et où il y a eu des problèmes sur tout ce qui est production, sur les chaînes de production et d'approvisionnement, que les prix ont augmenté. C'est normal, parce qu'on a créé à ce moment-là énormément d'argent pour que l'économie tienne, pour qu'on puisse payer nos loyers, nos crédits, etc. Mais de l'autre côté, on nous a confinés à la maison. Donc il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que si on crée de la monnaie qui ne sert pas à créer de la valeur, mais juste à faire en sorte que le système fonctionne, alors que dans l'économie réelle, on est tous à la maison et qu'il y a des problèmes par rapport à la vraie vie réelle, c'est là qu'on voit que justement, il y a une dislocation entre le monde de la finance, le monde monétaire et le monde réel. Et donc ça crée de l'inflation. Et bien sûr, il y a eu quelque chose quelque chose de réel qui a fait en sorte qu'il y ait de l'inflation. Et ce que moi je reproche un peu aux médias mainstream, c'est de parler justement des causes et non pas aussi du côté financier, c'est-à-dire du côté de la création monétaire. Parce que la question que je pose tout le temps aux gens, s'il n'y avait pas eu toute cette création monétaire, est-ce qu'on aurait eu de l'inflation ? C'est sûr que non. Donc tout aurait été au ralenti, on n'aurait pas eu assez d'argent pour s'acheter justement les denrées alimentaires. Et en fait, moi, je m'explique un peu l'inflation. Je me dis qu'il y a inflation quand ça vaut plus le coup de stocker des denrées alimentaires que de stocker de l'argent. Voilà, à partir du moment où il y a un déséquilibre entre le stock d'argent et justement le stock de denrées alimentaires ou de matières premières, quoi. Quand je dis alimentaire, c'est plutôt plus largement les matières premières. Et donc, là, on le voit avec la crise de l'Ukraine. C'est une autre cause qui fait que, justement, le pétrole augmente, le gaz augmente, etc. Mais aussi, est-ce que les gens auraient eu cette capacité à acheter alors que l'argent vaut zéro, quoi. On n'en a jamais créé autant. Ça coûte zéro de l'emprunter, ça augmente un peu ces derniers temps. Mais voilà, est-ce que justement on aurait eu cette capacité à aller les chercher, à les acheter justement aussi à des prix aussi élevés ? Parce qu'on voit très bien que dans le discours classique, on te dit oui, mais de l'inflation, ouais, mais c'est l'énergie, donc ouais, on peut rien y faire. Alors qu'on a bien vu dans le graphe précédent que les États-Unis ils ont 8,5, mais la Suisse elle a 2,5. Donc je ne pense pas que la Suisse soit vraiment un gros producteur de pétrole et de gaz. Donc on voit bien que s'il y a une partie réelle, évidemment, qui est due à l'inflation, à l'énergie, il y a aussi une partie qui n'est pas due à l'énergie. C'est intéressant de comprendre. Et j'ai envie de te faire réagir sur ce graphique qu'on a réalisé et qui me semble quand même très important. On voit l'évolution en France de la masse monétaire, qu'on appelle M1. Et ici, elle est corrigée de l'inflation. Donc on voit qu'en théorie, si on ne fait rien de spécial, si on gère bien, c'est censé être une droite. On voit très bien qu'entre 1970 et 2000, c'est une droite. C'est bien géré, on ne crée pas spécialement de monnaie. On voit qu'il y a une étape qui commence dans les années 2000 à croître assez fortement jusqu'au tournant de 2010 à peu près. C'est en grosse partie une création monétaire par les banques à cause de l'immobilier. Donc il y a quand même une contrepartie dont on peut discuter parce qu'il y a une grosse bulle, mais une partie réelle. C'est pas la banque centrale qui crée indirectement cet argent. Mais par contre, depuis 2014, 2015, et on le voit, la croissance devient presque exponentielle. Bon, ça se calme un peu ces dernières semaines. Mais on voit que tout ça n'est pas normal. On est passé d'un niveau de monnaie en France qui était d'à peu près 300 milliards, 400, on est à 1600 en très peu de temps. Et on voit que pendant plusieurs décennies, il n'y a pas eu ça. Et c'est intéressant de voir cette augmentation, justement. On vous a mis dans les petits tirets bleus. Ça, ce sont les achats de dette publique par la Banque centrale, de dette publique française par la Banque centrale. Et ces opérations-là, en particulier depuis 2015-16, c'est vraiment de la pure création monétaire. Et donc on voit très bien l'inflation, on voit très bien pourquoi ça monte. Et une grosse source de cette augmentation-là, ce n'est pas les prix de l'immobilier qui augmentent encore un peu, mais de façon quand même très, très limitée. C'est de la création monétaire par l'État. Donc un peu toute la question, quelle est la partie de cette création monétaire qui crée de l'inflation ? Mais on voit que c'est évidemment pas négligeable et on voit qu'on ne peut pas l'expliquer uniquement avec l'énergie. Donc on voit que maintenant il y a une propagande, oui, mais je crois que c'est
ministre américaine qui hier disait: «Ah là là, il va y avoir beaucoup d'inflation, c'est à cause de Poutine». Non, la guerre n'explique pas, toute l'inflation qu'on a, mais évidemment l'idée c'est de pas montrer aux gens ce qui se passe et en tout cas qui pose un certain nombre de questions. Donc quel est ton regard toi sur ça? Déjà, ce graphe-là est très utile pour comprendre justement pourquoi l'inflation est un indicateur qui embrouille tout le monde. Et quand on regarde justement le mandat de la BCE, elle a un seul mandat, contrairement à la Fed qui en a beaucoup plus. Et la BCE a un seul mandat, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait une stabilité des prix. Donc justement que l'inflation soit contenue et qu'elle ne dépasse pas 2%, qu'elle soit autour de 2%. Mais ce qui se passe, c'est que c'est comme ça, l'être humain est ainsi fait, il arbitre tout le temps. Moi, c'était mon boulot d'être un arbitragiste, et les banques ont arbitré, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé une faille et elles se sont incrustées dans cette faille, elles sont infiltrées dans cette faille. Et c'est quoi cette faille? C'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, le logement ne compte que pour 6%. Donc si les banques commerciales se mettent justement à augmenter leur stock de crédit immobilier, ce qu'on appelle l'encours des crédits immobiliers, et comme tu l'as dit, on est passé de mémoire, si ma mémoire est bonne, on est passé entre 2000 et 2010 de 400 milliards à 1000 milliards. Donc on a fait fois 2,5 en 10 ans. Donc si on augmente l'encours des crédits, c'est-à-dire le stock des crédits, juste en appuyant sur un bouton, on crée de l'argent pour que la personne s'endette sur des temps de plus en plus longs et puisse acheter son logement, en fait, on va créer énormément de monnaie qui va aller où? Qui va aller dans le marché immobilier. Et ça, moi, ce qui m'aide beaucoup, beaucoup à comprendre justement l'inflation et les flux monétaires, c'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon. Cantillon, c'est un économiste du XVIIIe siècle et qui a expliqué que justement les prix augmentent là où on injecte la monnaie créée. Et là où on l'a injectée entre 2000 et 2008, c'est que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est principalement dans le marché immobilier. C'est pour ça qu'on a une crise immobilière. C'est qu'on a abusé du crédit immobilier et que ça passait sous les radars. C'est-à-dire que les banques centrales, vu que ça compte que pour 6%, ne voyaient pas justement cette inflation qui galopait. Et donc, justement, la crise de 2008 était là pour nous dire, c'est la fin de la récré, on va justement recorriger. Et cette bulle-là, là, qu'on voit jusqu'en 2008, de la création monétaire, aurait dû redescendre et on aurait dû justement aller vers le réel, c'est-à-dire vers cette croissance, cette petite ligne droite de croissance qui plaît à tout le monde. Mais c'est ce qui explique que les gens ont du mal à se loger décemment. Hein, actuellement, et justement, alors, encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais vu les graphes sur ton site, les crises, donc maintenant c'est illicite, c'est là où il faut aller, mais sur les crises, j'avais vu que, par exemple, en 1967, en moyenne, on achetait un logement, les crédits ne dépassaient pas 10 ans. Vers les années 90, moi je m'en souviens parce que c'est mon frère qui a acheté dans les années 90, au tout début des années 90 avec un taux d'intérêt qui est à 12-13%, ce qui est énorme. Il a emprunté sur 13 ans. Et la moyenne, c'était 14 ans, je crois, que la moyenne à cette époque-là. Et lui avait emprunté sur 13 ans. Et déjà, pour nous, ça nous paraissait énorme. C'est-à-dire qu'il devait rembourser son studio à Saint-Ouen, tout petit, sur 13 ans. Et donc voilà. Donc, justement, c'est qu'on s'embrouille entre inflation et taux d'intérêt. Et moi, ce que je dis, à la fin, il faut revenir au temps de vie. Voilà. Moi, 13 ans, ça me parle. Maintenant, on emprunte sur 25-30 ans à Paris. Ça me parle aussi. Donc, c'est ça qui ne m'embrouille pas. Par contre, dès qu'on va parler d'intérêt ou d'inflation, on peut s'embrouiller. Et ce qui s'est passé à partir de 2010, c'est qu'on a créé de la monnaie pour rattraper un peu toutes les bêtises qui ont été faites post-2008. On a créé de la monnaie, mais cette fois, ce ne sont pas les banques commerciales qui l'ont créée, qui ont été justement les initiateurs de cette création monétaire. C'est surtout les banques centrales, que ce soit la Fed ou la Bank of England ou la BCE, et quand elles ont créé cet argent, elles l'ont injecté quelque part. Donc il faut bien comprendre, si elles avaient donné à l'époque des PGE, des indemnisations, un chèque Biden ou un chèque Trump, parce que je crois que ça a commencé d'abord avec Trump, si elles avaient donné cet argent-là à ce moment-là, c'est quasi certain, ce qu'on appelle, nous, l'inflation, qui est juste une sorte d'inflation. C'est l'IPC, c'est l'inflation des prix à la consommation. Moi, je peux créer mon propre indice d'inflation, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder l'immobilier. Je lui donnerai un poids de 20%, les actions, 20%, les obligations, 20%, ce que je mange, etc., 20%, et le luxe, ou les voyages que je fais aux Maldives, 20%.
Et voilà, on n'aurait pas du tout eu la même inflation, on aurait eu une inflation qui est galopante. Donc chacun vient avec ses définitions, ils nous les mettent dans la tête. Mais en fait, ce qui s'est passé à partir de 2008, c'est que les banques ont commencé à injecter dans le marché obligataire, le marché de la dette. Moi, je viens du marché action. Donc entre 2008 et 2010, quand ils ont injecté dans le marché de la dette, moi, je m'imagine vraiment ça comme un champ asséché. C'est-à-dire que quand on a injecté de l'argent, ça allait tellement mal, parce que c'est la crise de 2008, c'est une crise de liquidité, c'est que l'eau a été tout de suite absorbée par le champ. Ah ben ils se sont dit, ben mince, c'est super, on crée de l'argent et il n'y a aucun impact dans la vie réelle. Donc on a épongé gratuitement toutes les dettes de tous ces spéculateurs, de tous ces fonds de pension, de tous ces fonds d'investissement, et bien, toutes ces banques qui gèrent aussi pour compte propre ou qui ont été assommés des gens avec des taux d'intérêt à 5, 6, 7% sur 20 ans. Ben, en fait, on a créé autant d'argent qu'on veut, on a réglé le problème. Donc ils se sont dit, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc ils ont continué et à un moment, ça a débordé. C'est-à-dire que le terrain était plus capable d'absorber l'eau. Donc les gens, ils avaient de la monnaie, ils ne voulaient plus investir dans de la dette allemande qui rapporte du 0% ou du 2% en 2011 déjà, 2-3%. Donc ils se sont dit, on va faire quoi avec ça? On va aller vers l'immobilier, on va aller vers les actions. Et donc à ce moment-là, moi je les vois comme d'autres champs. C'est-à-dire que ce sont eux entre 2011-2012 aux États-Unis, 2015 en Europe, jusqu'à la crise de 2019, septembre 2019, qui est une crise du repo, juste quelques mois avant le Covid, sont eux qui ont absorbé toute cette création monétaire qui a été créée et justement injectée là-bas. Et ce sont eux qui ont augmenté. Problème encore, comme l'immobilier entre 2000 et 2008, l'indice de l'inflation de la BCE ne prend pas en compte le marché obligataire, ne prend pas en compte le marché action, parce que ce n'est pas de la consommation. Donc on a enrichi tous ces gens qui font ce qu'on appelle de l'effet de levier, c'est-à-dire des gens qui s'endettent gratuitement pour acheter des actions, et au passage aussi les actionnaires. Bon, eux, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas profité justement de cette création monétaire directement, mais juste indirectement, parce que les marchés sont montés. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a enrichi tous ces gens-là, et qu'à partir d'un moment, quand les marchés étaient très très hauts, et quand il y a eu la crise du Covid, et que quand on a accéléré la création monétaire, parce que je ne sais pas si on le voit avec les chiffres à peu près, mais depuis 2020, depuis la crise sanitaire, le bilan des banques centrales a doublé. En Europe, c'est passé de 4 500 à 9 000 milliards. Aux États-Unis, ça a quasiment même triplé, de 3 500 milliards à 9 000 milliards. Et donc, ce qui s'est passé, 9 500 même, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément d'argent et que les gens se sont dit, le premier champ dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celui de la dette, les taux étaient négatifs, on ne va pas investir à moins 2% pour gagner du moins 2%. Les actions, le S&P, il est passé de 660 en mars, 666 en mars 2019, mars 2009 pardon, et à l'époque, il était monté jusqu'à 4800. Donc le truc a fait, entre le plus bas et le plus haut a fait x7. Donc ils se sont dit, on ne va pas investir là-dedans, quoi, ça ne sert à rien. Et ils ont été cherchés. Et Goldman Sachs, déjà, disait que c'est le moment d'investir dans les matières premières. Donc, ils ont trouvé un nouveau champ, qui est celui des matières premières. Et ils se sont mis à investir dedans, ils ont eu raison. Il y a eu un shortage, et justement, ils ont investi dans la vie réelle. Et ce qui a joué aussi, c'est que les gens ont pu, pendant le Covid, justement, créer une épargne. Parce que, j'explique souvent ça sur Twitter, quand on crée de la monnaie, de la dette, forcément, il y a son miroir. Et c'est quoi le miroir? C'est l'épargne. C'est que des gens épargnent. Et ces gens épargnés et justement ont gagné aussi en capacité de pouvoir d'achat. Et donc tout ça fait que justement, on a du mal à comprendre l'inflation. Parce que c'est une bête qui est dynamique. C'est-à-dire, elle prend son temps en fait, l'inflation. C'est l'effet continuum. Moi, je m'imagine vraiment la monnaie comme un liquide. Et l'inflation, elle suit ce liquide-là, etc. Et tôt ou tard, on en paye le prix. Mais le prix, il commence à être vraiment non négligeable. France, 5% sur un an. Moi, mes revenus n'ont pas augmenté de 5% sur un an. Je pense que ça va être le cas de beaucoup de personnes en France. Pourquoi, selon toi, la Banque centrale ne fait rien alors que sa seule mission, c'est de lutter contre l'inflation, justement? Justement, elle est face à un mur. En fait, avec la crise de 2008, quand justement on avait un problème de dette, c'est vraiment une crise de dette, crise de liquidité, donc une crise de dette. Et donc, on devait justement réatterrir. Elle a décidé de gagner du temps et qu'on n'allait pas réatterrir. Et quelle a été sa solution? C'est de répondre à un problème de dette par plus de dette. Voilà.
Donc en gros, c'est une fuite en avant qu'on vit depuis 2008. C'est-à-dire qu'on court, on crée de la dette pour rembourser de la dette et on roule la dette comme ça. Alors nous, on ne sait pas ce que c'est dire rouler de la dette. Parce que nous, si on ne paye pas nos loyers ou nos mensualités à la banque, on se fait virer de chez nous. Donc pour nous, on ne s'imagine pas que c'est possible. Mais ce qu'on appelle les sociétés zombies, ou même pas, même les multinationales qui marchent très très bien, comme LVMH ou la dette publique, elle est constamment rôlée. Ça veut dire quoi? Alors rôler, ça veut dire que j'emprunte 100, et surtout LVMH, emprunte 100 à des taux quasiment nuls, voire négatifs, comme le disait son directeur financier. Il a dit, c'est la première fois de notre vie que ça arrive, on ne comprend pas, on emprunte et on gagne de l'argent en empruntant. Donc ils empruntent et ils font ce qu'on appelle, c'est comme ça que marche l'obligation, des prêts in fine, c'est-à-dire que de la dette in fine, c'est-à-dire qui est remboursée à la fin. C'est-à-dire qu'on ne rembourse rien pendant la vie de la dette, on paye juste ce qu'on appelle les coupons, donc les intérêts, sauf que pour une boîte comme LVMH ou comme l'Allemagne, comme la France, il fut un moment, les coupons sont négatifs, donc c'est taux négatif, donc ils reçoivent au lieu de payer de l'argent. Et à la fin, ils doivent rembourser le nominal, c'est-à-dire les 100 qu'ils ont empruntés. Mais à la fin, ils ne remboursent pas, ils retournent sur le marché, ils empruntent pour rembourser ces 100. Et donc, qui aide justement à ce que ce monde merveilleux existe, c'est la BCE par son rachat de dettes, ce qu'on voit ici en pointillé en bleu. Et donc, c'est des gens, en fait, moi c'est ce que je dis, c'est qu'une dette qui est relée à l'infini, c'est pas une dette, c'est un don. Et donc, il y a plusieurs personnes qui justement profitent de dons. Et sans création de valeur. Parce que quand on emprunte, est-ce qu'on a fait des grands travaux en France? Est-ce que l'hôpital va mieux? Est-ce que l'école va mieux? Est-ce qu'on a créé des nouvelles lignes TGV? Pas du tout. Donc on régresse même. Donc quand on emprunte justement sans création de valeur, eh bien, à un moment on va le payer. Et on le paye. Et on le paye. On est en train de... Je pense qu'on n'y est même pas encore. Parce que, comme j'ai dit, c'est un monstre, l'inflation. C'est-à-dire que quand on a de l'épargne et qu'on nous dit que l'inflation, elle est à 2%, on est content de garder son épargne. Mais quand on nous dit que l'inflation est à 7,5% et 10%, les gens commencent à comprendre. Quelqu'un qui a de côté 30 000 euros, mais il y a 10% d'inflation, ben, il va perdre 3 000 euros sur l'année. Il va dire, mais mince, il va falloir que je dépense mon argent vite, et que je fasse quelque chose avec. Et en fait, ça nourrit le monstre. C'est-à-dire que l'inflation génère de l'inflation. De la même façon, quelqu'un qui est salarié et qui gagne 30 000 euros à l'année, donc à peu près 2 500 euros par mois, s'il y a une inflation à 10%, il faut lui dire, en fait, si tu n'es pas augmenté de ces 10%, tu es un perdant aussi. Donc au lieu de gagner tes 2 500 en pouvoir d'achat, c'est comme si tu avais gagné 2 250, même si tu touches toujours sur ton compte ces 2 500 euros. Et donc voilà, on va être tous perdants. Donc tous ceux qui ont de l'épargne, tous ceux qui ont des salaires qui ne suivent pas l'inflation, c'est le cas notamment des fonctionnaires, des profs, etc. Mais aussi, alors il y a une catégorie qui se fait avoir, et c'est un peu plus sournois celle-là, c'est la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui courent après l'immobilier. Et en fait, on est dans une sorte de Ponzi scheme. On le voit bien avec les élections là, de dimanche. Donc, quand vous êtes Quadra, Quinca, et que vous pouvez acheter votre 5e Airbnb parce que le banquier, il appuie sur un bouton, il vous donne l'argent, eh ben, vous pouvez acheter des Airbnb, vous pouvez louer à des jeunes, etc. Et eux n'auront jamais justement les capacités. Là, je lisais récemment, c'est incroyable, c'est que pour acheter à Paris, l'apport qui était demandé a doublé en 2 ans. C'est-à-dire qu'on est passé à peu près de 50 000 euros à 100 000 euros. Et déjà, il faut les mettre de côté, les 100 000 euros. Et après, on court constamment après l'immobilier qui fait que monter. Pourquoi? À cause justement de cette création monétaire qui fait que l'argent est abondant. Mais alors, ça va monter à l'infini? Est-ce que la bulle va exploser? Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? En fait, tout est lié à notre, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est la résilience. C'est-à-dire, jusqu'à quand on est capable de recevoir des coups? C'est-à-dire que, j'expliquais il n'y a pas longtemps qu'aux Pays-Bas, par exemple, les gars pouvaient emprunter sur 40, 50 ans. Moi, j'ai un ami qui a acheté en Suède sur 130 ans. C'est-à-dire qu'il ne paye que les intérêts et ses enfants vont prendre le flambeau et ce sont eux qui vont justement, à un moment, s'ils peuvent, acheter la maison. Et là, ça, c'est en Suède et aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'ils font du interest only, même au UK, mais beaucoup moins que dans ces régions-là. Et en fait, tant qu'on est capable de rallonger la durée de vie des emprunts, sur l'immobilier, il n'y a pas de limite. Là, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, en 1967, c'était 10 ans. Et, en 92-93, c'était 14 ans et demi.
Maintenant, la moyenne, c'est entre 20 et 21 ans. À Paris, c'est plutôt autour de 25 ans. Et il n'y a pas de limite, tant qu'ils peuvent repousser. En fait, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est le temps, en fait. C'est combien on est capable de donner de notre temps de vie à ce système-là, à ce système bancaire, à ce système monétaire-là. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite. Et là, pareil, c'est-à-dire que jusqu'à quand on va accepter justement de perdre en pouvoir d'achat, parce que comme il y a de la création monétaire, quelques-uns en profitent, d'autres le payent. À un moment, c'est jusqu'où va aller notre capacité à accepter ce système-là. Et tout ce qu'on a connu, les Podemos, les Gilets jaunes, les Wall Street, là, j'ai oublié le nom, tous ces mouvements sociaux qu'il y a eu, c'est justement, ils répondent à ça, quoi. On est en train de voir qu'on travaille plus, on se fatigue plus, on perd en pouvoir d'achat, et on voit comment c'est réprimé. C'est réprimé dans la violence, une violence d'État. Et ce qui est intéressant aussi, je m'en suis rendu compte, c'est que, en fait, plus la société est endettée, et moins on est en capacité, justement, de se défaire de ce système-là, parce qu'à la fin, on a des loyers à payer. C'est-à-dire qu'en 68, quand les gens payaient leur baraque en 10 ans, on a eu mai 68, on a eu barricade, on a eu une grève quasiment illimitée. En 2019, quand il devait y avoir une grève illimitée avec les retraites, moi, ça me faisait rire. Je dis, mais jamais de la vie, ils y arriveront, parce que dans 1 ou 2 mois, ça y est, il va falloir payer le crédit. Donc, crédit de la voiture, crédit de la maison, etc. Et donc, justement, des gens qui sont endettés, et ça sert aussi à ça, la dette, c'est comme une chaîne qui nous aliène, en fait, et qui nous force justement à accepter le système. Il est tel qu'il est, et on perd toute capacité à, justement, à essayer de le changer, le système. Et quels sont les moyens pour les gens de se libérer de la chaîne, justement ? De comprendre la création monétaire. C'est pour ça que c'est sympa de voter tous les 5 ans, etc. Mais je pense que tant qu'on n'a pas compris qu'il y a 2 pouvoirs qui sont très, très, très forts, qui sont au-dessus des 3 autres pour moi. Et justement, moi, je dis tout le temps, il faut revisiter. Bon, nous, quand on est français, on dit Montesquieu. En Angleterre, ils disent Locke. Mais c'est des gens qui ont théorisé justement la séparation des pouvoirs et les 3 pouvoirs qui étaient en place au XVIIIe siècle. Et donc, ceux qui sont connus, c'est l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais il y a 2 pouvoirs qui, à l'époque, je dirais il y en avait un, c'était l'Église. De nos jours, on dirait que c'est les médias. Donc, celui-là, à l'époque, on a coupé la tête du roi et on a mis 100 ans à dégager l'Église. Mais ça, juste, on a repris foi dans les médias. Donc, les médias ont repris, justement, ce pouvoir-là. Et de l'autre côté, il y a le pouvoir de la création monétaire. Et pour moi, c'est le premier des pouvoirs. Parce qu'une fois qu'on a la capacité de créer de l'argent à partir de rien et d'endetter les gens, on fait ce qu'on veut d'eux. Et donc, moi, je pense que la première étape, c'est justement qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent justement à la création monétaire et d'essayer de comprendre quel est ce pouvoir de création monétaire et qui le tient. C'est-à-dire, quand vous allez chez le banquier, si vous y allez pour... je sais pas, vous avez travaillé 2 ans comme boucher ou 2 ans comme plombier et que vous en avez marre de bosser pour un boss et que vous voulez avoir votre propre outil ou votre propre local, vos propres estafettes, etc. pour travailler à votre compte et avoir vos propres clients. Et quand vous refusez le crédit, mais pour le donner à qui ? Un quinquagénaire qui va acheter un 5e Airbnb, moi, ça me pose des questions justement sur quel est le poids justement de la création monétaire sur nos vies et sur justement la société dans laquelle on vit. Alors c'est vrai que les médias parlent très peu de ça d'ailleurs, n'ont jamais montré la courbe pourtant élémentaire qu'on voit là, sachant que dans les années 70, 80, même encore 90, la masse monétaire c'est quelque chose de très important pour la banque centrale. Je pense que si un banquier central de l'époque voyait ça, il dirait mais c'est pas possible, les beatniks ont pris le pouvoir, c'est l'extrême gauche qui fait n'importe quoi, alors que c'est devenu maintenant la politique mainstream et il appelle non conventionnel pour pas dire on fait n'importe quoi en fait. Mais donc les médias en parlent pas et pourtant il y a quand même un discours dominant qui nous dit la dette c'est mal, genre Bruno Le Maire ou les médias. Alors bon, c'est vrai que moi ça fait 25 ans que j'ai entendu dire que la dette c'est mal et tous les ans ils font plus de dettes. Mais comment t'expliques finalement ce discours, puisqu'ils disent pas ouais la dette on s'en fout, endettez-vous tous, endettons l'État et tout se passera bien. Oui, c'est un discours hypocrite en fait. Enfin, la monnaie, alors c'est Wolinski qui disait ça, c'est paix à son âme, c'est celui qui est mort dans Charlie Hebdo et qui disait qu'en fait, si vous voulez qu'il n'y ait pas d'inflation, il faut donner l'argent à ceux qui ne le dépensent pas, c'est-à-dire aux riches. C'est que si on crée de la monnaie et en abondance, il faut qu'elle soit
justement rare pour ceux qui vont la dépenser. Alors, pas tout le monde, ceux qui vont la dépenser dans ce qui compte dans l'indice, dans l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Donc, on va faire tout en sorte pour qu'eux n'aient pas de pouvoir d'achat. On va leur geler leur salaire. Quand tu dis eux, ça veut dire les gens. Hein. Ouais, les gens, clair, les fonctionnaires. Ouais, nous tous, quoi. Ouais, nous tous. Et il faut faire en sorte qu'ils soient taxés. C'est-à-dire que c'est la classe moyenne qui va payer justement le modèle social français pour les riches qui, eux, sont capables de faire de l'évasion fiscale, qui sont capables d'emprunter à des taux négatifs, qui sont capables de leverager. Moi, c'est vraiment sans aucune jalousie, mais si on parle de Bernard Arnault, voilà, il a acheté Tiffany comment ? En levant quasiment entre 10 et 15 milliards à des taux nuls ou négatifs, ou légèrement positifs. C'est-à-dire il a fait sur plusieurs tranches. Et c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il emprunte de l'argent gratuitement, qu'il sera capable de rembourser en réempruntant, donc en relant sa dette, pour acheter un joyau américain, Tiffany, lequel va lui donner à peu près 2% de dividendes. L'opération, voilà, lui, il arbitre le système. Est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Il a des conseillers, je pense, financiers qui sont pas bêtes, quoi, qui arbitrent le système. Il influe un peu le système aussi, quand même. Hein. Quand il achète, que ce soit lui ou Drahi, tu dis les médias n'en parlent pas. Drahi, lui, Pinault, Bolloré. Pareil avec Iliad. C'est des gens qui ont fait soit du rachat d'actions, ou soit le rachat des minoritaires. En fait, on leur donne plein de noms, ces trucs-là, ou soit du LBO, ou une OPA pour Arnaud, LBO pour Drahi. On leur donne tous ces noms-là bizarres que personne ne comprend. À la fin, c'est très très facile. C'est quelqu'un qui appuie sur un bouton, je prends l'argent, avec cet argent-là, j'achète de l'actif, j'achète des joyaux, quoi, des entreprises, etc. Mais à la fin, eux, ils ont juste cette capacité d'acheter. Et ce qui est dangereux, c'est que cette capacité justement monétaire, c'est-à-dire cette capacité à s'endetter, leur donne aussi un pouvoir politique. Comment il se fait ce pouvoir politique ? C'est justement par les médias, par le rachat des médias. C'est-à-dire que Drahi possède BFM TV, RMC, etc. Arnaud possède Le Parisien. Bolloré possède CNews. Donc ils achètent ces médias mainstream que tout le monde suit et ils sont capables justement de modeler l'opinion. Donc ça, c'est le premier danger. Mais aussi, ils ne font pas que ça, ils financent. Ils financent directement ou indirectement soit des lobbies, soit des partis politiques. Et aussi, ce qu'ils font aussi, c'est tout ce qui est... c'est un peu plus... Pinault le fait énormément, Arnaud aussi. C'est tout ce qui est mécénat. Donc, ils vont financer, justement, ils vont financer de l'art, la reconstruction de Notre-Dame, etc., alors qu'ils le font avec notre argent, tu vois. Je ne dirais pas que c'est notre argent directement, mais moi, je dis tout le temps, c'est que quand la monnaie est créée, elle est créée de nulle part. Donc, quelque chose qui est créé de nulle part, moi, je connais que Dieu, quoi. Et la lumière elle fut, tu vois. Il n'y a que lui qui crée quelque chose de nulle part. C'est un bien collectif, quand même. Hein. Mais justement, si elle est créée de nulle part, et la question philosophique qu'il faut se poser, c'est que si c'est créé de nulle part, ça appartient à qui ? Ça, c'est la première question que je me suis posée quand je me suis intéressé à la création monétaire. Et en fait, elle nous appartient à nous. Et qui en a la responsabilité ? C'est la banque qui le crée. Et qui aussi en a la responsabilité ? C'est Bernard Arnault, etc. Quand il rembourse, justement, ça va détruire la monnaie créée. Et le banquier va garder que les intérêts. Mais le problème, c'est que justement, on est dans un monde où la dette est relais et ne fait que grossir. Et donc, il y a des gens qui s'enrichissent et d'autres qui s'appauvrissent. Ouais, parce que finalement, ce que tu dis, c'est qu'il y a une espèce de don qui est réalisé en ce moment directement par la Banque centrale publique qui est censée lutter contre l'inflation. C'est une espèce de don aux plus riches. Soit c'est vraiment directement aux personnes physiques, soit ça va être à LVMH ou à toutes les grosses boîtes. Et on voit qu'en plus, avec ces dons, il y en a une petite partie qui sert à racheter les médias, en fait. Et c'est un énorme problème démocratique. Ouais. Et ce qui est intéressant avec ta question au départ, c'est que tu dis... donc ils parlent de la dette, ils disent que c'est un mal, etc., alors qu'ils en créent toujours plus. Et en fait, la dette, pour moi, c'est justement... alors c'est Bernard Maris, encore un qui est... c'est juste des coïncidences, qui a été... et qui en parle souvent, c'est que la dette, en fait, ça vient... En allemand, on dit Schulden. Schulden, c'est la dette, mais c'est la culpabilité. Et donc, ça nous culpabilise d'avoir de la dette. Et donc, dès qu'on a une dette sur notre tête, justement,
il faut qu'on la rembourse, il faut qu'on travaille, il faut qu'on la rembourse, il faut qu'on paye nos dettes. Voilà. C'est notre rédemption, elle sera comment? Elle sera justement le jour où on paiera nos dettes. Et on se sentira mieux le jour où on paiera notre dette. Donc les marchés ont intérêt justement à ce qu'on soit très endetté. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que la BCE, quand elle crée la monnaie à partir de rien, juste en appuyant sur un bouton, elle va donner cette capacité d'achat de la dette publique et de dette de multinationales, comme LVMH, à la Banque nationale française. Donc là, quand elle achète de la dette publique, on comprend. Et quand elle va acheter de la dette de multinationales, ça, on le comprend un peu moins. Pourquoi elle achèterait la dette de multinationales et pas celui de l'artisan, par exemple? Pourquoi elle en aurait plus besoin, en plus. Ouais, exactement. Donc ça, c'est la chose qu'on ne comprend pas. Donc il y a quelque chose de politique. Et aussi, pourquoi elle rachèterait celle de Total? Voilà. Si on a, ils sont écologistes, j'ai jamais entendu, à part quelques-uns, parler de ça. C'est-à-dire que la monnaie n'est pas neutre. C'est-à-dire que quand on décide d'acheter de la dette de Total, etc., ou des pollueurs, ça aussi, ça rentre un peu dans une décision politique. Donc là, ils achètent pour 150 millions. Mais la question qu'on se pose, mais pourquoi tout ce schmilblick? Pourquoi on n'est pas obligé de passer par les marchés, par les banques qui vont prendre leur fils, qui vont aussi prendre un petit écart de cours, parce qu'ils frontronnent un peu. Frontronner, c'est-à-dire qu'ils anticipent justement l'intervention de la Banque centrale. Donc, ils achètent un peu avant la banque, parce qu'ils savent qu'elle va vendre après. Ils le font, il y en a qui ont été pris la main dans le sac. C'est très dur à déceler. Et je pense que tout le monde ferme un peu les yeux en ce moment, mais moi, je travaillais avec des gens qui étaient vraiment, vraiment dans ce domaine-là. Et il faut vraiment être bête pour croire qu'ils ne le font pas. Ils le font. Et donc les banques gagnent quelque chose, mais pourquoi les États, la Banque centrale ne passe pas directement par les États? Ça, c'est dur à comprendre. Et en fait, pourquoi? Alors moi, je dis que c'est pour deux raisons. La première, c'est que quand elle passe par les marchés vont nous donner une note. Et c'est quoi cette note? C'est le taux d'intérêt. L'Allemagne est très très bien notée. Pendant longtemps, elle empruntait à moins 0,8% sur 10 ans, alors que l'Italie, il y a un écart d'à peu près 2% avec l'Italie. L'Italie a emprunté à 1,2%. Donc voilà, ça donne une note pour justement récompenser ceux qui sont budgétairement plus austères. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est juste pour qu'on ait justement cette épée de Damoclès du marché. C'est-à-dire que si quelqu'un aurait l'idée de remettre en cause ce système qui est décidé par Lisbonne et Maastricht, en gros, quoi. C'est-à-dire que c'est les traités européens qui n'autorisent pas la Banque centrale à donner directement aux États. Les États, le gouvernement en question sera puni par les marchés avec des taux d'intérêt plus élevés. Et donc, voilà pourquoi il y a de la dette. Parce que on pourrait penser, mais aussi bêtement que ça, mais si l'État rôle sa dette tout le temps, et que la Banque nationale française, c'est-à-dire Banque de France, et notre banque à nous, c'est une banque étatique, et qui représente 15% de la BCE, on peut se poser la question, mais pourquoi il n'y aurait pas juste une subvention chaque année d'à peu près 3% de la masse monétaire, ce qui ferait à peu près pour la France 70 milliards. Voilà, on donne 70 milliards à la France, on l'interdit d'aller sur les marchés, et de lui dire, maintenant, voilà, et ces 70 milliards-là, vous n'allez pas payer d'intérêt dessus, mais vous allez faire payer moins d'impôts aux Français, aux citoyens, grâce justement à cette donation de 3%. Parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est vraiment c'est vraiment un peu hypocrite ce qui est en train de se passer, de passer par la dette, par les marchés, etc., si c'est pour à la fin que ce soit la BCE qui rachète la dette. En parlant d'hypocrisie, on n'aura pas la réponse, j'imagine, mais tu penses que de temps en temps, Bruno Le Maire, il appelle Bernard Arnault pour lui dire « Bernard, là, ton entreprise, tu vis au-dessus de tes moyens, tu t'endettes trop, ça va être une charge pour tes enfants, tu ne devrais pas », ou est-ce que c'est réservé uniquement aux citoyens qui ont le SMIC d'à côté? Non, mais c'est sûr qu'il n'a pas ce discours-là avec Bernard Arnault, et justement, il l'a avec nous, il veut nous culpabiliser, justement. Et ça fait peur, la dette, en fait. Oui, mais c'est rigolo, parce que tu parlais de Maastricht il y a un instant. J'ai rêvé dans Maastricht, c'était dit qu'il ne fallait pas dépasser 60% de dette publique. Il me semble qu'on l'a un tout petit peu dépassé là. En fait, ce sont eux qui se donnent les règles, en fait, et qui se permettent justement d'aller au-delà des règles. Par exemple, il y a les 60%, sinon il y a les 3%. Pas plus de 3% de déficit. Pendant le Covid, on l'a éclaté, et même avant, à chaque fois on le dépasse, on était à 4,5, etc.
Et donc, oui, les règles, en fait, ça, ils disent que c'est des guidelines, c'est-à-dire des lignes directrices. Mais en réalité, c'était des règles jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc les règles, c'est ça, en fait, on joue à un jeu où sont eux qui écrivent eux-mêmes leurs règles. Et tout à l'heure, c'est pour ça, là, tu disais un truc, et moi je dis que c'est du communisme pour riches ici. C'est-à-dire que on est très très loin du libéralisme. S'il y avait eu le libéralisme pur et dur... C'est pour les pauvres, ça. Ouais, en 2008, on aurait dû tous mourir. Nous, surtout les gens qui sont leveragés, ils auraient dû tous mourir. Et on serait reparti à zéro. Quand tu dis nous, tu parles des banquiers, là, hein? Ouais, c'est-à-dire ceux qui se leveragent, les banquiers, les investisseurs, c'est-à-dire tous ceux qui... Comme moi, quand j'étais dans la banque, moi j'étais persuadé qu'on allait faire faillite. Que le système allait s'effondrer. Et en fait, c'est tout le contraire qui est arrivé, quoi. Oui, parce qu'on a subventionné les riches, parce que dans ce cas-là, la solution, ce ne serait pas de taxer plus les riches pour qu'on récupère les dons qu'on leur a faits? Alors ça, c'est un peu l'idée que des gens comme Piketty ont, etc. Mais c'est-à-dire qu'on laisse faire un système qu'on trouve un peu injuste, etc. Et qu'à la fin, on vient, moi je dis tel des macros, mais c'est peut-être un peu fort, mais on vient à la fin tel des justiciers et dire on va taxer les riches. Mais je pense qu'il faut voir le problème à la racine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet justement à des riches d'acquérir des sociétés, de l'immobilier. Par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, il y a une statistique qui est sortie. 3% des ménages possèdent 50% de l'immobilier locatif. Voilà. Et ce 3% pour 50, c'est juste énorme. Et donc, pourquoi ? Parce que soit ils l'ont hérité, ou soit ils ont accumulé cet immobilier par de la création monétaire, par du crédit, par du levier. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que tous les gens qui sont nés dans les années 50, qui sont endettés dans les années 80, 90, qui ont acheté, qui ont continué en 2000, etc., qui n'ont jamais vu une baisse de l'immobilier, ils l'ont vu que monter, et qui ont accumulé 5, 6, 7, 8 appartements et qui touchent des loyers, etc., qui, justement, eux, ont une retraite très, très confortable. Et aujourd'hui, ils ont à peu près 70 ans, et ils ont voté à 40% pour que nous, on ait une retraite à 65 ans, alors qu'eux ont profité justement de la retraite à 60 ans, plus de cet immobilier-là. En fait, je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'en faisant leur 3e, 4e, 5e crédit, en fait, ils sont en train de faire du mal aux générations futures. C'est-à-dire qu'ils participent justement à la bulle immobilière. Tu penses qu'il va y avoir une fracture générationnelle comme ça, que les jeunes vont finir par dire « mais attendez, vous foutez de nous quand même », parce qu'encore on n'a pas parlé du climat, qui est aussi une conséquence du mode de vie passé, et donc des choix politiques qui font que, a priori, on n'est pas parti pour s'occuper de la problématique créée par les seniors. Là, en fait, on le voit encore dans le graphe de la création monétaire, ou même quand on regarde la dette publique, n'importe quel graphe, ou même les émissions de CO2, n'importe quel graphe qu'on peut regarder depuis les années 70, donc depuis la fin des accords de Bretton Woods, à partir du moment où la monnaie a commencé à être déconnectée de quelque chose qui nous ramenait au réel, même si moi je suis contre la monnaie adossée à l'or, mais bon, ça nous ramenait au réel. Parce comme on était incapable par nous-mêmes de décider justement d'une croissance monétaire qui soit soutenable pour nous et pour la Terre, l'or nous permettait justement, avant la fin des accords de Bretton Woods, d'avoir quelque chose qui nous laissait arrimer justement au réel. Et à un moment, je pense qu'on va avoir un retour au réel qui sera violent. Et quel sera ce retour au réel ? Ça peut être... Parce que comme on a créé plus qu'une seule bulle, en 2008, c'est une bulle du crédit. Là, on a créé une bulle, on en a créé 6, 7, 8, je peux tous les énumérer. Il y a la bulle obligataire, qui commence à dégonfler d'ailleurs depuis 1 an à peu près. Il y a la bulle des marchés actions, donc, qui commence aussi à stagner un peu. Il y a la bulle des cryptos, on n'en a pas parlé depuis le début, mais les gens, comme ils veulent se couvrir contre l'inflation, ils vont beaucoup vers les cryptos. Il y a la bulle écologique. Depuis la fin des années 60, début des années 70, on consomme beaucoup plus que ce que la Terre est capable de régénérer. Il y a la bulle sociale. Et c'est celle qui me fait le plus peur, celle-là. C'est quoi la bulle sociale ? C'est, on est en train de, quand on regarde les travaux de Saez, Piketty et Zucman, on est en train de voir que justement on retourne quasiment
au milieu des années 20, c'est-à-dire que avec une inégalité de richesse qui est exacerbée. C'est-à-dire que les 1% ou le 0,1% possèdent énormément par rapport au reste de la population. Et donc ça, c'est au niveau des États, mais aussi au niveau mondial. On entend tout le temps, oui, il y a 7 milliardaires qui possèdent autant que les 50% les moins riches de la planète, etc. Et à un moment, en fait, ça, c'est lié justement à l'effet exponentiel, pour moi, d'une économie qui repose sur de la dette avec intérêt. Et donc ça, à partir d'un moment, comme c'est exponentiel, ça monte au ciel. Et on sait qu'on vit dans un monde fini, même si notre ingéniosité ou notre intelligence est infinie, et qu'à un moment, il va y avoir quelque chose qui va nous ramener au réel. Donc dans le passé, c'était très facile. Monter des nationalismes, guerre, et on faisait un reset, on repartait à zéro. Donc pour moi, le dernier reset qu'il y a eu, c'est Bretton Woods, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1944. Là, Dieu seul sait ce qui va justement nous ramener à zéro. C'est-à-dire qu'il va y avoir un reset. Qu'est-ce qui va, comme on dit en finance, triggered, donc triggerer, enclencher. Qu'est-ce qui va enclencher justement ce reset ? Pendant un moment, on a cru que c'était la crise du Covid. Non, au contraire, ça nous a permis de gagner du temps. Là, il y a la guerre un peu entre le bloc sino-russe et le bloc occidental, donc l'OTAN, du côté atlantiste et le côté sino-russe. Est-ce que ça va être ça ? Je pense que ça va être difficile parce qu'il y a du nucléaire là-dedans. Donc, je pense que si c'est ça qui va générer le reset, ça risque d'être un bon reset. Mais j'espère pas non plus. Donc voilà, est-ce qu'on est capable justement, nous, de dégonfler la bulle sans justement avoir besoin de taper le mur ? Parce que quand j'ai dit tout à l'heure que les banques centrales sont face à un mur, on y va à toute allure et elles ne mettent pas le frein, en fait. Et tu penses que l'euro a joué un rôle là-dedans ou pas forcément ? L'euro, en fait, c'est une arme. Pour moi, c'est une arme des marchés. C'est une arme des marchés, en fait. C'est qu'à un moment, je pense qu'on l'entend là. Il y a quelqu'un qui m'a dit il sera plus facile de changer un verset de la Bible qu'une ligne des traités européens. À partir du moment où on arrive à ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les traités européens ont permis justement d'instaurer des règles. C'est Attali aussi qui le dit. On a fait en sorte que les règles ne puissent jamais changer. Donc ils ont instauré des règles. On est obligé, par exemple, une règle moi, qui m'insupporte, c'est la BCE. C'est-à-dire qu'on est obligé, que quand on crée de la monnaie, de passer par les marchés financiers. Voilà, tout ce qui est marché libre, etc. Je pense que justement, l'euro fait partie justement de toute cette panoplie qui a été mise en place pour que les quelques-uns profitent au maximum du système et que les autres travaillent et payent. Alors, ce qui n'est pas bien avec l'euro, c'est parce qu'on pourrait dire, on voit la même chose aux États-Unis, on voit une perte de pouvoir d'achat avec le dollar, on voit que le dollar en pouvoir d'achat s'effrite au cours des années, etc. Donc on pourrait dire, non, mais ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de mondial. Alors, c'est différent un peu, parce qu'aux États-Unis, quand même, ils ont une seule fiscalité, en fait. Ils sont tous ensemble, ils ont c'est pas vrai, parce qu'il y a des États qui sont comme le Delaware, qui permet justement l'évasion fiscale. Mais en gros, c'est un État avec un budget, etc. Alors que nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a des arbitrages. C'est-à-dire qu'on n'est pas souverain sur notre monnaie, on ne peut pas la dévaluer, le taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on partage une monnaie avec l'Allemagne, par exemple, ou l'Italie partage une monnaie avec l'Allemagne, mais alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes économies. Il n'y a aucune homogénéité entre les deux pays. Et même pire, ils n'ont même pas le même taux d'intérêt. C'est-à-dire que le taux d'intérêt n'est pas unique. Et qu'à un moment, quand on a 2% d'écart de crédit entre l'Allemagne et l'Italie, si cet écart va grossir de plus en plus, je ne donne pas plus que 10 ans à l'euro pour qu'il éclate. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas vivre avec une seule monnaie, mais avec autant d'économies qu'il y a de pays qui constituent la zone euro. Tu penses que c'est une malformation congénitale qui fait que ça pourrait échouer ? Ce n'est pas forcément une décision politique, ou parce qu'elle en aurait ou pas d'ailleurs intérêt à ce que ça s'arrête plus rapidement ? On pourrait, mais on pourrait faire en sorte que, justement, changer un peu les règles pour que, par exemple, moi, les règles qu'il faudrait changer, c'est subventionner les États au lieu de les endetter. Vu que l'argent n'est jamais remboursé, c'est juste l'hypocrisie. Par exemple, quand la Banque de France rachète la dette de l'État, c'est poche gauche, poche droite. C'est-à-dire que si on a des intérêts à payer,
On les paye à la Banque de France et elle nous les redonne sous forme de dividendes. Donc, toute cette dette-là, elle ne sert à rien, en gros. Donc, c'est subventionner les États et surtout aussi avoir une homogénéisation de la fiscalité. Parce que des pays comme la France, l'Allemagne, se font spolier par Malte, le Portugal, le Luxembourg, les Pays-Bas maintenant. Donc, il faut qu'il y ait une homogénéité des règles fiscales. Mais pourquoi on se laisse tondre comme ça par des micro-États ? Ça me dépasse. Je ne sais pas. L'Irlande, le Luxembourg. C'est-à-dire qu'on parle de paradis fiscaux, mais les plus gros paradis fiscaux, ils sont à l'intérieur même de la bergerie, quoi. Donc, le loup est avec nous, quoi. Donc, je ne comprends pas, en fait. J'aimerais bien, avant qu'on parle un peu plus de la finance et des banques, qu'on parle un peu de toi. Tu peux nous parler un peu de ton parcours, parce que tu es devenu vraiment spécialiste de ces sujets-là. Quel est ton parcours? Comment tu es devenu trader? C'est quoi trader? Et pourquoi tu as arrêté? En fait, je suis devenu trader parce que déjà, j'aimais beaucoup les maths. Et quand on regardait quels sont les métiers où il y avait beaucoup de mathématiques, c'était justement les métiers de trading dérivé, etc. Et quand j'étais à l'école, il y a un trader qui était venu d'une grande banque américaine. Donc, quand il disait ce qu'il faisait, etc., il n'avait pas aucune relation avec le client. Il pouvait aller habiller comme il voulait. Et c'était très dynamique, etc. Et les gens avaient en moyenne 25 ans d'âge, 25, 26, 27 à l'époque. C'est plus le cas maintenant. Les gens sont très vieux parce qu'ils se sont accrochés à leur poste. Et c'était au moment où, justement, quand j'y suis arrivé, en 2001, février 2001, quand il y a eu le passage à l'euro et aussi chaque banque a rapatrié les traders chez elle et c'est devenu électronique. C'est-à-dire qu'il fallait être bon du clavier et mathématiquement, et c'était plus à l'écrire, où il fallait être un peu physique, etc. Et donc, on a eu énormément de gens qui venaient de Polytechnique, Centrale, les mines, en fait, plein d'écoles d'ingénieurs. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé dedans et je suis rentré par la petite porte parce que j'avais pas fait de 3e cycle. Donc, au début, pendant 6 mois, non, même pas, un peu moins, entre 3 et 6 mois, je suis devenu ce qu'on appelle assistant trader. Donc, en gros, la bonne à tout faire des traders. Et j'apprenais énormément avec eux. Et le soir, je restais très très tard pour justement leur offrir des outils informatiques qui leur permettaient justement de rentrer leur deal plus vite, d'avoir des aides à la décision plus rapides, etc. Et je suis devenu un peu leur chouchou et ils m'ont fait passer au trading au bout de 6 mois. Et à partir de là, j'ai adoré au début, jusqu'à ce que petit à petit, je grandisse. Mais c'est quoi le trading? Et qu'est-ce que tu faisais concrètement, en mots simples, pour qu'on comprenne? Je vends des contrats, en fait. Des contrats sur des actions. C'est-à-dire que moi, j'étais sur les actions françaises. S'il y a un fonds de pension qui a peur que le marché baisse et qui veut justement garantir de ne pas perdre plus que X%, nous, on lui garantissait justement qu'il ne pouvait pas perdre plus de X% en achetant... C'est des espèces d'assurances sur la valeur des actions, en fait. C'est exactement ça. C'est des assurances ou des options d'achat. Donc, les options d'achat, c'est plutôt justement quelqu'un qui veut, au lieu de mettre tout son argent sur les actions, il va en mettre un petit bout via une prime et se dire, au lieu de l'acheter à 100, moi, je veux que tu me vendes le droit de l'acheter à 110. Donc, au lieu de déverser 110 le jour à l'IRA là-bas, là, il déverse un tout petit peu. Et le jour où on va à 110 et qu'on dépasse les 110, il peut décupler sa prime initiale. Et donc, voilà, en fait, on rend des services entre des fonds de pension ou des investisseurs, tous ceux qui font de l'assurance vie, etc., ou des spéculateurs aussi. C'est-à-dire qu'on facilitait la vie des spéculateurs, sachant que nous, ce qu'on faisait, c'était juste de l'achat-vente, achat-vente. J'ai fait ça, j'ai adoré au début, je trouvais ça super, jusqu'à la crise même avant, de 2008, mais un peu avant. En 2000, Et tu faisais ça chez quelle banque? Société Générale, vraiment. C'était les numéro 1 en Europe, même au monde, sur les produits dérivés. Donc j'étais vraiment dans la meilleure équipe, ce qu'on appelait DAI, dérivés actions indices, et sur le plus gros desk, c'est le desk France. D'accord. Donc c'était le feu. T'allais à la cantine avec Herviel ou Il était, alors je ne connaissais pas à l'époque, mais il était à 10 mètres de moi. Il a commencé aussi en assistant trader. On a bossé, mais vraiment à 10-20 mètres. Justement, cette affaire, alors, c'était un génie tout seul, il a fait des choses sans que personne dans la banque puisse imaginer une seconde.
ce qu'il était en train de faire, ou c'est un peu plus compliqué, dirons-nous? Non, je pense que c'est un peu plus compliqué. Et je pense que... alors, On sans en l'incriminer avait parlé lui... aussi avec Paul Jorion, qui avait bien suivi le dossier, donc sur notre vidéo qu'on avait faite. Mais oui, lui aussi, il avait beaucoup travaillé sur le sujet, et c'est plus compliqué que ça, oui. Alors, moi, je connais très très bien le dossier. Mais ce que je dirais, parce que maintenant c'est devenu un ami, etc., je vais rien dire sur lui, mais je vais dire sur la Société Générale. C'est qu'en fait, quand on est rentré à la Société Générale, on était tous un peu comme des petits caniches, et ils ont fait de nous des bulldogs. Et moi, je m'en suis pas rendu compte, en fait. Sans se rendre compte, on devient très agressif avec la famille, avec, même au téléphone, avec EDF, avec les brokers, avec le back-office. Ils font de nous des gens très agressifs. Et en fait, ils ont fait de nous des bulldogs. Et constamment, on est là à se jauger les uns les autres. Qui a le plus gros PNL, qui a fait telle école ou telle chose, qui est boss de telle chose ou telle chose, etc. Et c'est vraiment une fourmi. C'est plutôt la ruche de Mandeville, en gros. C'est chacun pour soi, on se tape tous les uns sur l'autre, on se vole tous de l'argent entre nous, mais à la fin, la ruche va en être gagnante et la SG va gagner beaucoup d'argent. Et je pense que Jérôme voulait prouver aussi qu'il était aussi bon que tout le monde, quoi. Et moi, l'image que j'ai, c'est vraiment ça, c'est si j'élève mes chiens pour être des bulldogs, des féroces, etc., s'il y en a un jour qui se retourne et qui mange le bébé, ben, je me retournerai vraiment sur le propriétaire, pas sur celui qui a mangé le bébé. Et c'est ça vraiment l'idée que j'ai de l'affaire Kerviel. C'est-à-dire que vraiment à ce moment-là, on nous montait le bourrichon pour nous dire qu'on était les plus forts, etc. Et alors qu'on voit bien que dans la gestion des risques, on a été très très mauvais en fait. On a été incapable d'avoir des garde-fous qui auraient empêché à un des traders justement de prendre des positions plus grandes que ce qu'il aurait dû prendre. Mais ça devient un jeu, peut-être, on se rend plus compte qu'on est en train de jouer avec des millions ou des milliards, non? Moi, un peu, ma chance, c'est que j'ai accompagné mes parents en décembre 2006 dans une retraite d'un mois spirituelle. Et ça m'a donné une énorme claque, en fait. Quand j'ai fait cette retraite spirituelle, en fait, le temps s'est arrêté. Et j'ai eu le temps, vraiment, de toute la journée, de penser, en fait, pourquoi je fais tout ça? C'est quoi le but? Etc. Et quand je suis revenu en janvier 2007, j'avais posé quasiment ma démission. Et on m'avait dit, ben, écoute, reste encore une petite année, on te donnera une année sabbatique, tu iras plus tard. Donc je suis resté. Et comme par hasard, juillet 2007, j'étais en Italie, j'étais en Sardaigne, et mon boss m'a appelé, il me dit, écoute, il y a un truc énorme qui se passe avec la BNP, qui avait justement gelé 2 fonds, et c'est le début des subprimes. Et après, quand je suis arrivé, je me suis dit, j'avais toute l'équipe, j'avais mon boss, etc., que j'aime beaucoup à l'époque. Je me suis dit, non, je ne peux pas les laisser tomber. C'est-à-dire, si je quitte le navire là, comme j'étais le numéro 1 du desk... Oui, parce que tu es devenu quoi? Parce que tu n'étais plus un petit trader, parce que tu nous as expliqué que tu es parti vraiment du bas de l'échelle. Très bas. Mais après, tu es arrivé assez haut, en fait. Hein. Ouais, en fait, parce que j'ai très rapidement, comme une boîte noire, je faisais énormément d'argent et ça frustrait tout le monde parce que je n'arrivais pas trop à expliquer comment je le faisais. Mais j'en faisais beaucoup. 2003, 2004, j'étais... 2004, alors que j'étais assistant trader, donc tout le monde me voyait comme le petit, qu'on aidait, etc., qu'on a mis au trading pour le remercier de tout ce qu'il a fait. Je commençais à gagner beaucoup d'argent, et en bonus aussi. Et donc, petit à petit, en fait, je suis monté, mais à l'ASG, je suis monté jusqu'à être responsable du desk France, sur les dérivés. Mais c'est en Angleterre, une fois que je suis parti là-bas. Tu as quitté la Société Générale, après tu étais installé à Londres. Alors, en 2009, on ne l'a pas précisé pour ceux qui nous regardent. C'est pour ça que tu fais des anglicismes de temps en temps, mais en fait tu habites Londres. Hein. Ouais, j'habite Londres. En fait, quand je suis allé à Londres, j'étais appelé par la banque qui a fait faillite Lehman, qui a été rachetée par Nomura. Et cette banque-là avait carnet ouvert pour acheter tous les meilleurs traders de la place. Donc il y a énormément de Français qui ont été... Mais après, tu fais ça pendant combien de temps et pourquoi t'arrêtes? En fait, moi, j'ai fait... Quand je suis parti à Londres, je me suis dit, allez, j'y vais, je reste 6 mois, je prends le garantie et je m'en vais. Et en fait, à chaque fois que je dis que j'arrête, bam, on me propose beaucoup, beaucoup plus que ce que je gagne. Et j'étais un peu prisonnier de l'argent et un peu prisonnier de ce monde-là, en fait. C'est que constamment, par exemple, je donne un exemple, il y a un moment où j'étais content, je dis, ah, ça va, là, c'est fini, je vais démissionner. C'est quand ils ont dit... Sarkozy, etc., ça a été appliqué sous Hollande, on va mettre en place le CRD4, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les traders
ne touchent plus en bonus plus que 2 fois maximum leur salaire fixe. Et donc, et ça pouvait être aussi 1 fois le salaire fixe. Et donc, au moment de ce CRD4, je me dis, je vais arrêter parce que, à l'époque, si je gagnais, je sais pas, 150 000 pounds, ça m'aurait pas intéressé, justement, de gagner 300 000 pounds. Et c'est là où, justement, ils ont augmenté les salaires de tout le monde. Et moi, en salaire fixe, on m'a passé à 600 000 pounds, ce qui fait $1 million. Voilà, juste en salaire fixe. Et c'est là que je me suis dit que le système, en fait, il est biaisé. C'est-à-dire qu'on peut créer n'importe quelle règle. Comme il est biaisé au départ, il sera toujours biaisé à l'arrivée. C'est-à-dire qu'ils vont toujours réussir à trouver une faille. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que ce qui se passe dans une banque, que ce soit en termes de risque, de salaire, par exemple, il y a quelque chose qu'on m'a dit en banque qui me sert beaucoup à comprendre l'économie, c'est... moi, je faisais toujours attention à acheter ce qu'on appelle des puts, c'est-à-dire toujours à avoir de la convexité dans mon book. C'est quoi de la convexité? C'est en gros que si le marché crash, parce que les gens qui me suivent sur Twitter doivent voir que je suis un peu ce qu'on appelle bearish, c'est-à-dire que je suis très méfiant par rapport au marché, etc. Bah, si ça crash, bah, je vais devenir très très riche pour me consoler d'avoir eu raison. Donc je faisais tout le temps ça, mais bien sûr ça coûte, ce qu'on appelle en carry, en portage, c'est-à-dire que ça coûte en prime, parce que ça coûte très très cher, c'est des choses qui valent très très cher en volatilité. Donc un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il me dit « Tu sais que ça sert à rien ce que tu fais ?» Et j'étais très jeune, hein. Je dis « Mais pourquoi tu dis ça ?» Il m'a dit « Parce que le jour où ça va cracher, ça sert à rien, parce que toi, tu ne seras pas payé. » Voilà, aussi simple que ça. Donc ne le fais pas, prends des risques, gagne de l'argent sur les risques que tu prends, encaisse de la prime, et le jour où ça pète, tu vas ailleurs, et tu trouveras du boulot en 2 secondes. Parce qu'il y a quelque chose qui est un peu vrai dans le trading, c'est que c'est un peu le syndrome du chirurgien. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire, mais on se la raconte entre nous, c'est que pour assurer un chirurgien, ça coûte moins cher un chirurgien qui a eu déjà... je parle à un spécialiste, mais je suis sûr que c'est un mythe, hein, ce que je vais raconter. C'est que ça coûte moins cher d'assurer un chirurgien qui a déjà eu une bavure qu'un chirurgien qui n'en a jamais eu. Pourquoi ? Parce que la probabilité que celui qui n'en a jamais eu en ait eu une est plus grande que celui qui en a déjà eu une en ait eu une deuxième. Donc ce qui se passe, c'est que dans le trading, les banques aiment bien prendre celui qui a fait beaucoup d'argent pendant plusieurs années et à planter la banque juste après. Parce qu'on vit sur du court terme. Parce qu'ils disent, bon, si ce gars va me faire de l'argent pendant 3, 4, 5 ans, et que je vais encaisser des bonus grâce à lui, je vais le prendre et le jour où ça va péter, soit je le vire, je serai assez intelligent pour le virer un peu avant, ou j'irai ailleurs comme lui ira ailleurs. Et donc, et où est-ce qu'on retrouve ça dans la vie réelle? C'est le too big to fail. C'est-à-dire que plus on prend de risques, et plus on gagne une immunité. Et donc, c'est quoi le too big to fail? C'est les banques, elles peuvent être aussi grosses qu'elles veulent, elles peuvent prendre les risques qu'elles veulent. Au final, elles ne feront jamais faillite. L'État sera toujours là, et la BCE, justement, pour agir comme assureur de dernier recours. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça veut dire que les pertes, elles sont socialisées, mais les profits, eux, sont privatisés. C'est-à-dire que quand la banque va faire de l'argent, ce sont les traders qui vont toucher des hauts salaires et des bonus, et ce sont les actionnaires qui vont toucher des dividendes. Mais quand ça pète, et que, comme en 2008, qui va avoir affaire à l'austérité? Ce sont les fonctionnaires, etc. Et ça, on a beau être trader, on est quand même humain, on le voit. Et on trouve ça injuste. On est à l'intérieur du système, on en profite, mais on reste humain quand même et sensible, on sait qu'on en profite. Et on sait qu'on trouve ça injuste. Moi, c'est quelque chose, par exemple, j'aurais aimé que ma banque fasse faillite. Juste pour peut-être sortir de force, ou de me dire, il y a une part de justice, et c'est très bien. Je l'aurais accepté, mais vraiment avec bon cœur. Mais un jour, tu as décidé d'arrêter. Voilà, j'ai décidé d'arrêter en gros en 2012, et j'étais responsable du trading jusqu'en 2016. Mais c'est comme si j'avais monté la montagne à vélo, là, comme Jalabert, et après c'était une descente, je faisais plus rien en fait. C'est juste mon expérience, on m'appelait, et je m'occupais beaucoup de ce qu'on appelle les quants, donc l'aspect mathématique, les modèles, etc. Et l'aspect aussi technologique, mais en étant responsable du trading, parce que dès que ça se passait mal, j'allais sur les desks, et là je reprenais les manettes. Et en fait, petit à petit, j'ai un peu eu le même parcours que toi, c'est qu'en m'intéressant un peu, en sortant à ce système économique et financier, en fait, en comprenant ce que j'ai cru avoir compris, je me suis dit, ce serait dommage que je garde pour moi. Donc je vais le partager avec mes copains traders qui n'en savent strictement rien. En 2016,
sur les 30, 40, 50, je sais pas, personnes que j'ai vues qui travaillent avec moi, peut-être qu'un, et c'est celui qui me l'a expliqué, qui sait comment la création monétaire marche. Donc personne ne sait. Alors nous, on travaille sur les actions, donc on s'en fout un peu d'où vient l'argent. Nous, on regarde juste le PNL. Mais quand même, c'est hallucinant que 50 personnes à peu près, personne ne savait comment l'argent a été créé. Même pire, j'ai rencontré l'année dernière, comme ça, dans le jardin communal, un ancien de l'ASG aussi, qui a dû toucher 10 millions de bonus. Et je lui ai expliqué la création monétaire, il n'arrivait pas à me croire. Mais là, on était en 2021 ou 2020, 2021, c'était l'été dernier. Je lui ai dit, non, même en 2021, comment ça se fait qu'on travaille pour un énorme fonds, on gagne 10 millions, on ne sait même pas comment notre outil de travail fonctionne. Et moi, c'était ma honte en 2016. J'avais vraiment eu honte de ne pas savoir comment ça fonctionnait. Mais comme je n'ai pas d'égo, je m'en fous. Je le dis tout le temps, je ne le savais pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide d'arrêter de gagner des sommes énormes? Parce que tu viens de le dire, en fait, tu gagnais 100 000 euros par mois. Oui, même des fois plus. Mais en fait, à l'époque, comme je l'ai dit, les 4-5 dernières années, avec beaucoup moins d'efforts que les premières. Mais c'est exactement ça, c'est que je pense que, je sais pas, c'est mes parents peut-être qui m'ont filé ça sans faire exprès, ou même en faisant exprès, c'est qu'un jour, pour comprendre la finance, je m'arrête tout le temps sur l'étymologie. Et elle m'aide énormément à comprendre. Donc je prends un mot et je vais voir étymologiquement qu'est-ce qu'il veut dire. Donc pour la dette, l'intérêt, etc. Selon les langues aussi, que ce soit l'allemand, l'hébreu, l'arabe. Parce que dans les textes religieux, on parle souvent de dette et d'usure, d'intérêt, etc. Et donc d'aller chercher au fond des choses, qu'est-ce que ça veut dire. Et un jour, je me suis arrêté au mot riche. Donc pour riche, donc il y a plusieurs versions, mais il y en a une qui dit que riche, ça vient du germanique riki, qui veut dire puissant. Et donc, à partir du moment où on cherche à être puissant, il n'y a pas de limite. Mais moi, j'ai une double culture. Je pense que j'ai compris la richesse selon mes parents. Riche, c'est Rani, c'est la même étymologie que le chanteur, El Rani. Et qu'est-ce qu'il fait, celui qui chante? Il a un trop-plein dans le cœur et il a besoin de le sortir. Et donc, c'est quoi la définition de la richesse? C'est quand on en a trop, en fait. Il y a une limite, en fait. Au-delà, ça sert à quoi? L'utilité, et ça m'aide beaucoup à comprendre l'économie, quelle est l'utilité de l'euro supérieur? C'est-à-dire que s'il ne sert à rien d'avoir un euro supplémentaire, il vaut mieux que cet euro aille ailleurs. Et c'est juste, je pense qu'à un moment, je me suis dit, mais non, mais j'ai juste assez pour avoir acheté ma liberté et de pouvoir faire quelque chose que j'aime et croire en mes rêves et si je peux, être libre de parler. Voilà. C'est ce qui m'a poussé un peu à le faire. Finalement, tu gagnais autant que Macron. Comme Macron, tu as arrêté d'être banquier. Tu comptes te présenter en 2027? Ah non, sûrement pas, parce que je pense que je ne crois pas au vote, moi. Pour moi, je crois à la connaissance. Et il faut ce que tu as fait, c'est excellent avec les crises et Lucide. Je crois vraiment que s'il y avait peut-être 1000 personnes comme toi et moi, on aurait le président idéal. Voilà. Mais dans plusieurs domaines. C'est qu'en fait, je suis quasiment sûr que tu as dû passer des week-ends et des soirées de ton temps et tu l'as offert. Si on est dans un référentiel capitaliste pur, le temps, c'est de l'argent. Donc, tu as donné de ta personne, c'est encore plus cher. Tu as donné de ta personne, c'est plus important que l'argent qu'on crée. Et donc, si les gens étaient vraiment altruistes comme ça, et que si on avait 1000 par domaine, même pas 500 par domaine, mais où est-ce qu'on serait? Je pense qu'on n'aurait même pas besoin de voter. On aurait 10... Là, on vote pour le moins pire. Là, on aurait 10 candidats idéaux, quoi. Tellement ils seraient bien, on ne saurait pas pour qui voter. Donc, je crois vraiment, moi, à la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut... répandre la connaissance. Et j'ai beaucoup appris de gens aussi, dans le domaine social, philosophique, etc. Et je pense qu'il faut qu'il y en ait plus qui fassent ça, quoi. Et là où on a vraiment besoin de comprendre, surtout en France, parce qu'en Angleterre, c'est un peu moins vrai, c'est sur la finance, l'économie et la création monétaire. Je pense que là, on a besoin d'éduquer les Français. Parce qu'il y a quand même, quand j'entends Bruno Le Maire, toutes les bêtises qu'il raconte sur BFM, ou Macron, je pense qu'ils prennent vraiment les gens pour des cons. Et les journalistes aussi, même ceux les plus virulents. Donc, des fois, je rêve juste d'avoir Macron ou Bruno Le Maire en face de moi, quoi. Et je dirais, pour conclure, tu penses que le système est en danger, qu'il peut s'écrouler? Il y a encore des choses à changer et à améliorer? Ça fait peur à ceux qui me suivent sur Twitter. Moi, je suis assez pessimiste si on ne bouge pas.
Mais si j'étais pas optimiste moi-même, je ferais pas ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je fais le maximum que je peux et j'invite tout le monde à faire le maximum qu'ils peuvent. Mais si on continue dans ce système dette, sans jamais s'arrêter, sans jamais réfléchir à un système justement qui va mixer de la dette et de la monnaie, ce que j'appelle de la monnaie libre de dette, eh ben, si on ne fait pas ça, en fait, on va à l'effondrement. Et ça, c'est l'histoire qui me le dit. Pas besoin, il y a trop d'indicateurs pour qu'ils me le disent. Et par contre, je ne connais pas le timing. Je ne suis pas devin, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et ça m'importe peu que ça vienne dans 1 an ou dans 10 ans, c'est pareil pour moi. J'écoutais quelqu'un au Sénat, Joseph Caillot, il a été 7 fois ministre des Finances. Et il a commencé trop tôt à dire que ça va être la fin du monde à cause de la création monétaire, etc. L'austérité qu'il y a eu derrière. Il a commencé en 1922. Et en 1932, il fait son discours, il dit « Ouais, je commençais dès 22 à le dire. » Voilà. Mais après, il me dit « Maintenant, qu'est-ce qui va se passer plus tard ?» Je me remets juste à Dieu, quoi. Il était juste capable de dire ça. Et là, c'est pareil. Mais moi, j'ai envie de m'en remettre à Dieu, mais pas seulement, à moi aussi. C'est-à-dire que je vais dire, je pense qu'il faut sortir du système dette. Et pas sortir d'un coup, parce que, en fait, dès qu'il y a rupture, c'est pas bien. On le voit bien. Dès qu'il y a une révolution en Tunisie, en Libye, en Syrie, c'est le chaos. Donc moi, je ne crois pas à la révolution, mais ce que je crois, c'est vraiment, ou même en France, avec la terreur qui a suivi, etc., la révolution, je pense qu'on est capable de créer 2 systèmes monétaires qui vont cohabiter ensemble pendant quelques années jusqu'à ce que le meilleur gagne. Et le système monétaire auquel je crois, c'est le système de monnaie libre qui soit fondante. C'est quoi la monnaie ? Ça, c'est une idée de Gesell aussi. C'est quoi la monnaie libre fondante ? En gros, c'est une monnaie dont j'ai parlé tout à l'heure un peu, sans lui donner son nom, c'est-à-dire que la BCE crée l'argent et après elle le met dans le système sans endetter qui que ce soit. Et comment elle peut le mettre dans le système ? Par exemple, en subventionnant l'État, mais en contrepartie, il ne doit pas lui s'endetter encore plus en contrepartie, il fait moins payer d'impôts aux classes moyennes, qui justement sont en train là de supporter tout le système. Donc je crois à cette monnaie libre de dette, mais le problème avec une monnaie libre de dette, c'est un peu comme le bitcoin ou comme l'or, c'est que c'est des monnaies qui sont déflationnistes, c'est-à-dire que quand je les garde, en fait, je ne paie rien, parce qu'une fois qu'on crée de façon limitée la monnaie, juste de 3% de la masse monétaire par an, on ne crée pas trop d'inflation, parce que surtout s'il y a du progrès, etc. La démographie augmente, il y a du progrès, etc. Donc les gens vont avoir tendance à thésauriser la monnaie. Et je pense que c'est ce qui a donné le pouvoir aux banquiers. Ce sont les thésauriseurs, ceux qui thésaurisent l'argent. Et pour éviter qu'il y ait de la thésaurisation, alors j'introduis l'idée de Gesell, qui existe aussi dans d'autres siècles et qui s'appelle l'impôt de purification. Et c'est quoi ça ? C'est en gros, on fait fondre la monnaie. C'est que chaque jour, la monnaie perd un peu de sa valeur et va dans une caisse commune qui permet justement à servir, par exemple, à l'action sociale, à aider les plus pauvres. Ça revient aussi à l'idée de l'euro supérieur dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que quand Bernard Arnault empile, je ne sais pas combien il a de cash, parce qu'il a 170 milliards de patrimoine, mais en cash, peut-être qu'il a 1 ou 2 milliards. Le dernier euro, il ne le dépensera jamais, ni lui, ni sa descendance. Donc, c'est de se dire, cet euro, quelle est son utilité ? Il ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'il retourne dans le circuit économique et qu'il fasse tourner l'économie. Donc ça, il faut vraiment le réfléchir dans un référentiel de monnaie qui est ce qu'on appelle une monnaie quasi dure, c'est-à-dire qu'on n'augmente que de 3%. Et quand je dis 3%, c'est justement quelle est la croissance de monnaie qui fera face à une croissance réelle qui est soutenable pour nous les humains et pour la Terre. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui tourne entre 2,5 et 3%. Donc je pense qu'on devrait créer 3% de monnaie par an dans une monnaie qui est à peu près figée, à part cette croissance, et qui est fondante, c'est-à-dire qui pousse à l'investissement, qui pousse justement à faire en sorte que la monnaie tourne dans le système économique. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vais te poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? En fait, quand j'ai été justement, après ma carrière de trading, pour essayer de comprendre ce que c'était l'économie, ce que j'ai trouvé de bien, c'est de m'ouvrir justement à d'autres pensées que celles que j'ai reçues à l'école, ou que celle que j'ai reçue de mes parents, qui est plutôt soit culturelle ou religieuse. Et donc, petit à petit, je me suis ouvert à ce qu'on appelle la pensée scolastique, c'est-à-dire
C'est des théologiens, philosophes, économistes du Moyen-Âge, comme Thomas d'Aquin. Et c'est des gens, en fait, qui m'ont fait comprendre, on en a parlé tout à l'heure, par exemple, encore plus, pourquoi l'usure était mauvaise. C'est-à-dire, ce que j'appelle l'usure, c'est une économie qui repose sur la dette avec intérêt. Et l'angle qu'a attaqué, qui a été utilisé justement par Thomas d'Aquin, par exemple, c'est de dire que la finance n'est rien d'autre que le commerce du temps. Et ça, j'ai trouvé ça très très fort, parce que quand j'étais à l'école, le peu de finance que j'ai fait à l'école, ou la finance que j'ai fait dans les salles de marché, c'est l'exponentielle moins RT, l'exponentielle RT, c'est-à-dire qu'on actualise constamment de la monnaie. Et qu'on ramène les dividendes à aujourd'hui, on ramène un flux à dans 5 ans, etc. Donc on fait traverser les flux dans le temps, et il y a un coût. Voilà, et il y a un coût à chaque fois. Et en fait, je me suis dit, mais comment il a pu voir ça à l'époque, au Moyen-Âge? C'est-à-dire qu'il a dit que c'est le commerce du temps, et petit à petit, bon, il allait un peu plus loin. Il y en a d'autres aussi, hein. Il y a d'Auxerre, Chobham, etc. Toute la clique de cette époque-là, qui est reprise dans un livre que je conseille à tout le monde, c'est un livre de Jacques Le Goff. Alors, normalement, à l'époque, quand on voulait voler des gens, on leur disait la bourse ou la vie. C'est-à-dire, soit tu nous donnes ta bourse, ton argent, ou soit on te prend la vie. Là, Jacques Le Goff a appelé son livre « La bourse et la vie ». Et je pense que c'est l'époque dans laquelle on vit. Et donc, la bourse et la vie, de quoi il parle? Il parle justement de tous ces scolastiques, de toute cette pensée, qui a justement essayé de comprendre cet interdit qui est celui de la dette avec intérêt, quoi. Pourquoi une économie qui repose que sur la dette avec intérêt? Pourquoi c'est une économie qui, justement, est mauvaise? Et ce que je pense qui est très peu connu des gens et de tout le monde, c'est que cette histoire de commerce du temps, du vol du temps, et que notre temps est précieux. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'inflation, taux d'intérêt, etc. On s'embrouille tout. À la fin, il faut revenir à notre temps de vie. Est-ce qu'on est libre de notre temps, de faire ce qu'on veut de notre temps? Je ne dis pas qu'on ne doit jamais travailler, au contraire, on doit travailler, mais on doit avoir du temps de côté. Et par exemple, là, si on veut repousser la retraite à 65, 67 ans, et si on met, j'ai vu à peu près en moyenne les primo-accédants le sont vers 35-40 ans, et si plus tard on va emprunter sur 30 ans, mais c'est quoi en fait la vie en fait? J'ai l'impression qu'on est comme ce petit hamster qui tourne dans le vide sans justement s'arrêter et essayer de comprendre la vie via ce prisme qui est celui du temps.